désigner Jean-Marie Demondion comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions? Je n'en vois pas. Donc Jean-Marie, c'est à toi. Merci, monsieur le maire. David Roussel. Présent. Pierre Aubry. Présent. Stéphanie Marical. Florentin Conny. Présent. Dominique Tessier. Présente. Jean-Marie Demondion, il est là. Elisa Cavalier. Pouvoir. À qui? Florentin. Serge Lambert. Agnès Delalande. Denise Poulain. Marie-France Bougon. Patrice Duval. Evelyne Baril, pouvoir à Pierre Aubry. C'est correct. Brigitte Soun, pouvoir à Denise Poulain. Christine Jor. Catherine Duhornet. Pouvoir. Rénal Maheu. Marie-Agnès Poussier-Winsbach, pouvoir à David Roussel. C'est ça. Rénal Maheu. Stéphanie Vengeon. Éric Flamand. Jonathan Fiquet. Jean-Baptiste Hôpital. Mathias Valéry. Montaigne Lepelletier. Jacques Louiset. Chantal Carlambert. Isabelle Laure-Ligodan. Emmanuel Patry. Bénédicte Martin, pouvoir Emmanuel Patry. Céline Cuisnier. Il est drôle, lui. Ismaël Boscos. Victor Fournier, pouvoir à Patrice Duval. Et Heidi Anouchka Tréberne. Merci Jean-Marie. Nous commençons par l'adoption du procès-verbal du conseil municipal du 26 septembre 2022. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce conseil municipal? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc je commence avec la première délibération qui n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit d'une décision modificative, c'est-à-dire un budget complémentaire. Il s'agit aujourd'hui de pouvoir réajuster le budget par rapport à notre budget primitif, rappeler un petit peu le contexte budgétaire. Nous avons voté en mars dernier, le 28 mars dernier, un budget prévisionnel, c'est comme ça qu'on fait en début d'année. Et je dois vous avouer que c'est la première fois en 9 exercices que je prépare les budgets qu'on arrive à cette situation-là. Nous avons, ça n'a échappé à personne, une inflation très importante en France en général et en particulier sur le prix de l'énergie. Aujourd'hui, nous avons, j'ai parlé de mur budgétaire. Alors je dirais qu'en travaillant les lignes de crédit, on arrive à réduire ce mur à une difficulté budgétaire uniquement. Nous sommes aujourd'hui à plus 1 500 000 € de dépenses par rapport à notre budget prévisionnel, qui se décompose en deux phases. D'une, par rapport aux charges de personnel. Ça, je vais y passer assez vite, puisqu'il s'agit de l'augmentation, pour la grande part, du point d'indice, qui avait été décidé par l'État, de 3,5%, ce qui était une bonne chose. Juste, c'est peut-être la temporalité. C'est-à-dire que c'est une mesure qui a été adoptée après le vote de notre budget, qui s'est appliquée dès le 1er janvier. Donc, cette mesure coûte à peu près 400 000 €, un petit peu moins de 400 000 €, 390 000 € très précisément, à la ville de Fécamp. Et bien entendu, le gros, bien sûr, c'est les charges à caractère général, qui prennent presque 800 000 €, 790 000 €, comme vous le voyez, qui sont liés essentiellement à l'énergie, mais pas que. Je tiens à rappeler aussi qu'on a une inflation sur l'ensemble de nos produits. Si je prends un exemple, vraiment le plus parlant, ça va être l'exemple des denrées alimentaires, ce qui permet d'alimenter nos cantines. C'est 34% d'augmentation sur le dernier trimestre. 34% d'augmentation. On est à plus de 100 000 €. Alors ça, vous l'avez bien vu, on a pu communiquer dessus. On a décidé de ne pas répercuter le prix pour les élèves, pour les familles. Donc le prix de la cantine reste identique, inchangé, malgré cette forte augmentation des denrées. Donc ça veut dire que cela pèse dans nos comptes aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on présente également une décision modificative. Bien entendu, vous l'aurez compris, le plus gros aussi de l'augmentation, c'est bien sûr l'énergie. L'énergie, 2 chiffres. 600 000 €, frais de chauffage, 200 000 € énergie en général, les fluides.
Face à cela, on a eu quelques bonnes surprises en recettes, heureusement. On a notamment des recettes liées à une très bonne saison touristique et estivale, notamment les produits du casino qui sont en hausse. Vous le voyez, notamment la ligne 73, qui sont impôts et taxes, 385 000 €, qui sont essentiellement les produits de jeu. Donc nous avons quand même plutôt une bonne surprise. Pour arriver à cet équilibre budgétaire, nous avons inscrit en 77 produits exceptionnels une somme de 800 000 €. 800 000 € pour pouvoir équilibrer notre budget. Cette somme, c'est un peu ce qu'on attend aujourd'hui de l'État, bien entendu. Moi, je me fie aux déclarations aussi de Elisabeth Borne, Première ministre, qui a indiqué au mois d'octobre, lors des questions au gouvernement, qu'aucune collectivité ne serait laissée de côté. Donc voilà, nous attendons aujourd'hui la déclinaison locale. Bien entendu, j'ai pu entendre également dans les actualités de l'Assemblée nationale que des enveloppes vont être débloquées, notamment une enveloppe de près de 500 millions € qui va être débloquée. Maintenant, ça va être les conditions d'éligibilité pour nos collectivités, que ce soit pour les villes et les agglomérations, fécants et bien sûr éligibles. Maintenant, ce sera de connaître la notification, le montant exact. Moi, je tiens à saluer aussi le travail de ce conseil municipal dans son ensemble et en premier lieu avec Marie-Agnès Poussier-Winsbach qui sait aussi porter la voix des collectivités au sein de l'Assemblée nationale, puisqu'elle est intervenue lors des questions au gouvernement. Elle a pu interpeller la Première ministre sur les difficultés qu'allaient rencontrer les collectivités locales sur la hausse tarifaire de l'énergie. Bien entendu, le gouvernement a l'air d'être sensibilisé sur ce sujet. Et maintenant, il faut attendre les inscriptions budgétaires. Donc c'est une inscription que nous avons mis en produit exceptionnel, mais nous attendons rapidement les notifications. Indiquer que cette somme en dépenses supplémentaires, c'est le prévisionnel si nous étions sur un rythme de croisière identique. Nous avons pris des mesures assez drastiques également pour pouvoir limiter ce coût de l'énergie. Je dirais que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne va pas consommer. C'est là-dessus que nous avons axé notre travail ces dernières semaines avec l'ensemble des élus et les services de la ville. Plusieurs mesures ont été prises, les premières symboliques, mais qui avaient quand même une importance quand même visible, puisque c'était l'extinction notamment des monuments patrimoniaux, que sont l'abbaye et la chapelle, à 20 h. Des mesures aussi d'éclairage public, puisque nous avons décidé d'éteindre l'éclairage public à partir de 21h30 en semaine, hormis les axes départementaux, que sont la rue Gustave Couturier, route de Valmont, route de Cagny, et également route René Coty et rue Charlebois et route du Havre, ce qui reste allumé toute la nuit. Les autres rues sont éteintes en semaine à 21h30 et elles sont rallumées qu'à partir de 6h du matin. En week-end, c'est 23 h. L'extinction a lieu qu'à 23 h, parce que nous essayons aussi de calquer l'éclairage public aux habitudes aussi de nos habitants. Et même la place Bellay est éclairée jusqu'à minuit pour finir la dernière séance au cinéma. Autre mesure aussi que nous avons pris, bien sûr, c'était une baisse de température dans nos services administratifs. Elle est limitée à 19 degrés. L'installation aussi technique de robinets thermostatiques pour pouvoir contrôler un peu mieux les flux d'énergie. Nous avons également dans les salles de sport arrêté de la mise en chauffe automatique. Ça sera une mise en chauffe par les utilisateurs. Donc le premier utilisateur mettra en chauffe directement. C'est également des arbitrages sur l'éclairage de Noël. Nous avons décidé de pouvoir réduire cet éclairage de Noël uniquement aux zones commerciales, c'est-à-dire centre-ville, au quartier du Ramponneau également, place des Hallettes. Donc nous avons voulu conserver quand même l'esprit de Noël tout en limitant bien entendu cet éclairage de Noël, et on compensera par des décorations. On ne sacrifiera pas non plus l'esprit de Noël, sachant qu'aussi que pour nos commerçants, une bonne partie de leur chiffre d'affaires a lieu au mois de décembre. Il n'est pas question qu'ils loupent ce créneau commercial, et donc nous accompagnerons nos commerçants. Nous aurons aussi une amplitude d'allumage de nos éclairages de Noël qui sera réduite également, et nous inciterons aussi nos commerçants à faire de même, se calquer sur les mêmes heures d'illumination que nous pour leurs vitrines et leurs enseignes. Voilà un petit peu les mesures que nous avons prises sur le plan de sobriété énergétique. Je dirais que par rapport à une crise, c'est aussi l'opportunité. Nous avions engagé une démarche de transition énergétique également à la ville. Aujourd'hui, il faut aller plus vite, plus loin encore. Ce plan que nous avions entamé, notamment le plan LED pour l'éclairage public, c'est quelque chose que nous devons accélérer également, s'inspirer également de ce qui se fait ailleurs, notamment des détecteurs de présence. Lorsque un piéton avance, le lampadaire s'éclaire automatiquement et serait éteint après son passage. Différentes mesures techniques aujourd'hui nous permettent d'avoir une maîtrise plus importante de l'éclairage public notamment. Ça sera aussi une intensification des mesures d'isolement dans nos bâtiments.
bâtiment, bien entendu, c'est quelque chose que nous avons accéléré également. Ça avait du sens. Je ne sais pas si vous vous rappelez également Marie-Agnès Poussier-Winsbach juste avant indiquait que l'argent que nous obtiendrons de l'éolien offshore, nous le flécherions sur la transition énergétique, la transition environnementale. Aujourd'hui, nous avons même anticipé, devons anticiper encore plus cette transition. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous indiquez aussi remercier le sens des responsabilités des usagers, de nos agents également, parce que j'ai pu recevoir les partenaires sociaux, les représentants syndicaux de nos agents, qui comprennent bien la situation, qui demandent juste de la concertation, ce que nous faisons service par service. Nos usagers également, les enseignants dans les écoles, les parents d'élèves, qui comprennent bien aussi la mesure, même s'il y a un petit peu moins de confort, on reste quand même dans des choses qui sont plutôt raisonnables. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir encore une météo qui est clémente, mais bien entendu, on ne sera pas non plus dans l'inconfort de nos usagers. Je vous invite à en délibérer. On voudrait avoir alors bon, nous avons manifesté aussi. Oui, excusez-moi. Nous avons aussi manifesté à Rouen avec les élus communistes et républicains et la sénatrice Céline Brulin qui est aussi intervenue au Sénat sur le même problème. Et il est évident qu'on connaît des difficultés, notamment avec le point d'indice et compagnie. On connaît aussi les difficultés qui vont être l'évolution du prix des combustibles et du chauffage. Mais nous ne voudrions pas que les mesures qui soient prises pénalisent les salariés de la ville de Fécamp. Et notamment, il y a actuellement des choses qui sont en cours, notamment pour les aides à domicile. On voudrait savoir si ça va avoir une incidence sur les primes, sur les aides à domicile, la somme qui va être avancée, parce qu'on parle aujourd'hui de leur donner cette somme, notamment sur le Ségur de la santé, avec effet rétroactif du mois d'août 2022, et qui commencerait à toucher ces sommes-là en 2023. Alors donc, on voudrait savoir si le plan, lui, va avoir une incidence par rapport à ça. Et on demande à ce que les aides à domicile, qui eux aussi ont des grosses difficultés financières, puissent avoir une partie de la somme qui est débloquée pour le Ségur. Peut-être pas toute la somme, mais qu'ils en aient une partie importante. Et pour nous, ça semble important parce que c'est des gens qui sont très utiles à la société fécampoise. Et on voudrait qu'il y ait des réponses sur ces points-là. Alors, juste vous rappeler, Monsieur Louiset, c'est pas la fin du monde non plus. On a une difficulté, certes, aujourd'hui, qui est ponctuelle. Et encore une fois, moi, j'ai confiance en l'État. L'État a toujours été présente, quels que soient les gouvernements, lorsqu'il y avait des difficultés. Moi, je sais que l'État jouera son rôle de régulateur également. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est juste la temporalité où on a une incertitude aujourd'hui. Je vous suivais comme moi l'actualité, notamment avec actuellement les débats sur le projet de loi de finances qui est actuellement à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle Marie-Agnès Poussier-Winsbach n'est pas présente ce soir, parce qu'elle va même déposer un amendement. Elle va même déposer ce soir un amendement. Donc on voit bien que tout le monde est mobilisé. Tout le monde est mobilisé dans ce sens-là. Il n'y a pas de difficulté particulière sur cette mobilisation. C'est surtout un plan de sobriété énergétique. Vous avez bien compris que les mesures qu'on prend, elles sont bien sur un plan de sobriété énergétique. On n'est pas du tout à vouloir précariser de l'emploi, à vouloir donner moins d'avantages à nos agents de la ville. Bien au contraire, ceci n'est pas remis en cause. Moi, je rappelle quand même tout ce qui a été fait cette année pour nos agents, notamment par rapport au régime indemnitaire, le système de primes, qui a été quand même réévalué pour une bonne partie d'entre eux. Donc ça a été fait cette année, donc ça n'a pas été remis en cause. Et lorsqu'on avait pris la décision, nous avions déjà vu que l'énergie avait augmenté également. Donc on a aussi voulu pouvoir maintenir aussi le pouvoir d'achat de nos agents. Donc ça, c'est pas un sujet. Concernant les aides à domicile, là nous sommes au conseil municipal. Je pense que c'est un débat que nous aurons à avoir au conseil d'administration du CCAS qui se réunit donc jeudi. Donc c'est là où on pourra apporter un peu plus d'éléments. Moi, dans l'esprit général, c'est ça que je veux vraiment pouvoir exprimer ce soir et rassurer l'ensemble de nos agents, c'est que les économies que l'on fait aujourd'hui, c'est les économies surtout sur l'énergie et le fonctionnement, et non pas sur le dos de nos agents. Oui, alors de notre côté, comme vous le savez, nous avons voté contre le budget, donc car nous aurions eu d'autres priorités, mais c'est pas le cas de cette DM, où là où nous abstiendrons quelque part par solidarité, puisque nous notons bien que c'est un ajustement de lignes de crédit par rapport aux dépenses de fluide, notamment et d'alimentation, donc c'est pas le sujet, et aussi à l'augmentation du point d'indice, et que c'est fait à un impôt constant. Non, moi, je souhaiterais avoir quelques précisions
Tout d'abord, le plan de sobriété qui était présenté était essentiellement centré sur l'électricité, l'éclairage public. Or, finalement, l'augmentation budgétée, entre guillemets, est seulement de 70 000 euros contre 304 000 sur tout ce qui est chauffage, si j'ai tout compris. Donc voilà, donc il y a peut-être une petite question. On parle beaucoup de l'éclairage public notamment, mais c'est pas là où il y a la plus grande augmentation. Et j'ai quelques questions, alors là, peut-être un peu plus dans le détail, sur la ligne 74-75, médecine du travail et pharmacie. Nous passons alors d'un budget qui passe, alors c'est pas le gros du budget, mais de 2 500 euros à 46 500 euros. Donc qu'est-ce qui explique une telle augmentation ou une telle erreur, entre guillemets, de budget ? Ça, c'est ma première question. Et ensuite, dans les recettes, donc vous avez parlé du produit des jeux du casino. Donc il reviendrait bien à 850 000 euros, c'est au même niveau d'avant Covid. C'est bien ça. Et donc c'est le premier point. Et deuxième titre de recette sur la taxe locale sur la publicité extérieure. Et là, on passe de 100 000 à 200 000 euros. On a 100 000 euros de plus. Comment vous pouvez nous l'expliquer ? Alors, je ne peux pas répondre à toutes les questions, notamment celle de la médecine. Ça, je n'ai pas d'explication à vous donner en direct, mais je vous y répondrai, parce que vous posez la question aujourd'hui, donc je vous répondrai par écrit, si vous permettez. Concernant donc les dépenses énergétiques, c'est vrai que ce qui a été le plus communiqué, c'est l'éclairage public, parce que c'est ce qui est peut-être le plus visible, tout simplement. Je pense que chaque FEC-Emploi a pu se rendre compte de la mesure immédiatement. Le plus gros des économies se fera surtout sur le chauffage, très clairement. Là, j'ai pu évoquer notamment des petites baisses de température, notamment dans nos bâtiments administratifs, mais peut-être aussi la fermeture de certains locaux administratifs, les regrouper sur d'autres endroits pour pas les mettre en chauffe, les laisser en chauffe hors gel pendant l'hiver. Donc ça, c'est aussi une autre piste que nous avons aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose que nous travaillons. De toute façon, nous avons déjà pris des engagements dessus. Peut-être aussi fermer une journée la semaine au public. C'est aussi une des pistes que nous avons également pour pouvoir avoir 3 jours de non-mise en chauffe de nos bâtiments également. Donc c'est vraiment sur le chauffage que les plus gros des économies énergétiques se fera, très clairement. Mais le plus visible reste l'éclairage. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être pas une confusion, mais une association d'idées sur l'éclairage qui ferait le plus d'économies, mais c'est surtout sur le chauffage que nous ferons les plus grosses lignes d'économie. Concernant donc le casino, oui, c'est une bonne nouvelle. En effet, je parlais d'une bonne saison estivale. Le casino a retrouvé une activité presque équivalente à celle d'avant la crise du Covid, et tant mieux, on peut s'en réjouir. Nous avons une météo très clémente aussi cet été, avec une fréquentation touristique qui était exceptionnelle. Tous les professionnels du tourisme peuvent en témoigner, ainsi que l'Office de tourisme qui nous a donné les chiffres de cet été qui sont vraiment exceptionnels. Ça s'est ressenti aussi sur les entrées sur le musée, la billetterie musée. On voit bien que tous les événements qui ont si ponctué l'été ont permis aussi cette attractivité touristique. Donc on peut que s'en réjouir. Et vous aviez une dernière question, la taxe locale, c'est tout simplement que l'année dernière, les mises en recouvrement ont été effectuées sur la fin d'année et ça a débordé sur l'exercice 2022. Donc c'est pas un doublement, c'est juste les 2 exercices qui sont sur un finalement. Vous savez, au budget de mars ? On aurait pu. Mais ça, les titres de recettes sont émis souvent en décembre. Pour la médecine du travail, je vous répondrai par écrit. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Je n'en vois pas. Je vais mettre aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Deuxième délibération, plutôt classique également, ce sont le tableau des emplois. Donc nous demandons au conseil municipal de créer des emplois ou de les modifier. Alors quand je dis créer, c'est créer des grades et non pas des emplois supplémentaires, notamment lorsque les quotités de travail, par exemple, de certains agents changent, nous devons passer ce tableau des emplois. Donc je vous laisse en prendre connaissance. Nous avons un assistant d'enseignement artistique principal de première classe qui passe à 11/20e, un adjoint technique principal de deuxième classe qui est à temps complet, assistant d'enseignement artistique à 12,5/20e, etc. Et un recrutement, par contre, nous créons 3 grades pour pouvoir recruter un poste, donc sur le recrutement chargé d'opérations de construction. Je vous invite à en délibérer. Est-ce qu'il y a des prises de parole ? Je n'en vois pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci.
La troisième délibération concerne donc le régime indemnitaire. Comme j'ai pu l'évoquer, nous avions pu revaloriser le régime indemnitaire d'une bonne partie de nos agents, notamment les catégories B essentiellement, sauf qu'il y avait une petite coquille dans la délibération, parce qu'il n'y a pas la date d'effet. Donc ce soir, nous passons une délibération qui précise que la date d'effet est au 1er septembre 2022. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Concernant la quatrième délibération, c'est l'indemnité horaire pour travail normal de nuit. Donc c'est une délibération pour un taux de nuit. Alors donc c'était plutôt appliqué lorsque c'était le week-end et non pas en semaine. Et là donc il convient de pouvoir le mettre. Donc vous voyez que le taux de cette indemnité est fixé à 0,17 € brut de l'heure. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors concernant une prime également du forfait télétravail, alors c'est juste une application d'un décret. C'est un versement d'une somme de 2,5 € brut par journée de télétravail, plafonné à 220 € à l'année. Et le versement est trimestriel. Nous invitons à en délibérer. Il n'y a pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, merci. Dominique, pour la Société anonyme d'économie mixte Séminor, rapport d'examen et de gestion 2021. Merci beaucoup. Cette délibération numéro 6 a en effet pour objet d'informer le conseil municipal sur les activités conduites par Séminor au cours de l'exercice 2021 au travers de son rapport de gestion qui vous a été adressé avec vos documents. Il a été approuvé par son Assemblée générale réunie le 21 juin 2022 et lequel a présenté la situation financière de la société au 31 décembre 2021. Compte tenu de ces éléments, nous vous proposons de prendre acte du rapport de gestion de Séminor pour l'exercice 2021. Il s'agit donc d'un don-acte. Merci. Est-ce qu'il y a des prises de parole? On le vote, ça, ou c'est... Non, c'est une communication. Dominique, pour la prise de participation de Séminor. En effet, il s'agit de l'adhésion à un pacte d'associés à la société Seine-Manche Promotion, qui est à l'origine d'une société coopérative d'intérêt collectif, SCIC. Alors, l'objet de cette société est de contribuer par tous les moyens au développement de méthodes et d'outils innovants en relation avec l'habitat social dans les organisations des bailleurs sociaux, des collectivités locales et de tout autre pouvoir adjudicateur intervenant dans le domaine de l'habitat social et de l'immobilier d'intérêt général en vue d'améliorer ou de faciliter le développement de leur activité. Donc la société Séminor demande au conseil municipal de pouvoir adhérer à cette société par l'acquisition d'une part sociale d'une valeur de 15,24 €. Un siège étant de ce fait réservé à Séminor au conseil d'administration de la SCIC, Seine-Manche Promotion, et la signature du pacte d'associés présenté. Donc nous vous demandons d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. Donc 15,24 €. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Dominique. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Jean-Marie, pour la constitution d'une statut de passage avec Enedis, Gustave Nicole. Alors, il s'agit d'une convention passée avec Enedis pour permettre de faire passer une alimentation électrique sur un bâtiment appartenant à la municipalité. Donc, afin de permettre le renforcement du réseau basse tension aérien de la rue Gustave Nicole, la société Enedis doit modifier des ouvrages en posant une ligne aérienne basse tension sur 8 mètres sur la parcelle cadastrée section BP 331, rue Charles Nicole. En gros, c'est l'école du port, dont la ville de Fécamp est propriétaire. Une convention de servitude doit donc être passée entre la ville de Fécamp et Enedis. Dans cette constitution de servitude consentie à titre gratuit par la ville de Fécamp reconnaît à Enedis les droits suivants: faire passer les conducteurs aériens d'électricité au-dessus de la dite parcelle désignée sur une longueur totale de 8 mètres, effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage et le dessouchage de toute plantation
enfin tout ce qui concerne la végétation, utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public, de la distribution d'électricité. Et par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. Il est précisé que les frais d'acte authentique seront intégralement pris en charge par Enedis. En conséquence, nous vous proposons de bien vouloir consentir à la constitution d'une servitude de passage, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les documents et d'autoriser M. le maire ou son représentant à réitérer cet engagement par acte authentique aux frais d'Enedis. Étant précisé que l'étude notariale de maître Philippe Moiseau et Pierre Lemonnier sera chargée d'assister la ville de Fécamp. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Jean-Marie. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, donc Bénédicte Martin, qui s'excuse de ne pas être présente, elle est retenue au Conseil régional, mais m'a demandé de vous poser comme question, afin d'avoir des précisions, vous faites mention d'élagage, d'abattage ou de dessouchage des arbres. Est-ce que vous avez des éléments à nous importer qu'en est-il réellement ? Est-ce qu'il va y avoir des arbres abattus ou pas ? Alors, il n'y en aura pas, et de toute façon, le travail est déjà fait, et le câble est déjà passé sur la façade. Ne passez plus de délibération. Non, mais ça c'est la rédaction d'Enedis. Donc Enedis a des rédactions préparées qui reprennent toujours ce type de travaux. Alors ça, c'est une délibération du conseil municipal. On est d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Concernant donc les versements de subventions à la Maison de la Justice et du Droit, donc subventions récurrentes, juste rappeler que ces subventions sont dans le cadre des missions portées dans le cadre de la Maison de la Justice et du Droit et qui sont a posteriori, en fonction de l'activité. Donc nous avons 487,92 € pour l'ADIL, 600 € pour l'aide aux victimes par la réparation et l'entraide, 1440 € pour le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles et 553,49 € à l'ordre des avocats du barreau du Havre. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des prises de parole ? Oui. Excusez-moi, par rapport à l'aide aux victimes sur Fécamp, il n'y a pas trop d'informations par rapport aux violences conjugales. Vous parlez de la Maison du Droit, mais c'est sur le Havre. C'est à Fécamp. D'accord, mais il n'y a pas vraiment d'informations là-dessus sur les horaires et... Alors, d'une part, ça ne dépend pas de nous, ça dépend du greffe du tribunal du Havre, et tout ça reste confidentiel. Une fois par an, on a en tant qu'élu le compte-rendu présenté par le tribunal du Havre lui-même, mais tout ça reste assez confidentiel. Enfin, je peux vous proposer de vous rapprocher de la maison de justice ou du tribunal du Havre, si vous voulez. Mais non, à mon avis, on n'aura pas grand-chose. Je trouve ça dommage parce que sur l'actualité, on entend beaucoup, même sur la région de Fécamp, des femmes qui sont victimes de violences conjugales, et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de... Il faut que les gens se déplacent sur le Havre parce que... C'est sur Fécamp, justement. C'est le principe de la maison. Il n'y a pas assez d'explications. Alors, c'est peut-être l'accès, vous voulez dire l'accès au droit qui n'est pas assez communiqué, c'est ça ? Oui, qui n'est pas assez communiqué, oui. Et le problème, c'est qu'il y a l'association qui est sur le Havre. Alors, je pense que vous avez suivi l'actualité cette semaine. J'allais peut-être laisser répondre. Alors, en effet, j'allais vous préciser qu'il y avait eu cette semaine le forum d'accès au droit où la Maison de la Justice et du Droit était présente et a bien communiqué avec d'autres entités. Il y avait 33 partenaires qui étaient présents à la salle de l'Union, donc il y a eu énormément de contacts. Et je pense que c'est quelque chose qui se développe et effectivement, on ose en parler. Donc maintenant, ça devient quand même plus facile. Donc, oui, mais si vous voulez d'autres éléments, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être des statistiques dont vous parlez, non ? Non, j'ai été moi-même à la fin de l'après-midi au Forum des droits. D'ailleurs, j'en ai parlé à Madame Marie-Canne, j'ai trouvé ça très bien. Il y avait quand même beaucoup d'associations à revoir peut-être par rapport au jour, parce qu'un jeudi, je pense que vous aurez plus de monde un mercredi ou un samedi, mais j'ai trouvé ça très intéressant et
il y avait différentes associations. Donc voilà. Vous avez raison, l'accès aux droits, près de 30% des personnes ne connaissent pas leurs droits auxquels ils pourraient prétendre, et c'est important en effet de les orienter. Et ça, c'est aussi notre rôle. Si vous avez des personnes dans votre entourage ou dans vos permanences qui viennent vous voir, n'hésitez pas à les orienter. Nous, c'est ce que nous faisons aussi régulièrement dans nos permanences, parce qu'on reçoit aussi des administrés, des victimes qui viennent des fois en premier voir les élus. C'est tout de suite les orienter. C'est la clé. Mais moi, je vous entends en effet sur le fait qu'il faut peut-être renforcer encore la communication pour l'accès aux droits. Alors, je pourrais quand même vous donner quelques chiffres. 44% de personnes n'ont pas, par manque d'information, n'ont pas recours aux droits dont ils auraient la possibilité de percevoir. 25% trouvent que les démarches sont trop complexes ou trop longues. 19% la volonté d'autonomie, ils ne veulent pas avoir affaire à des associations. 7% ne pas subir de conséquences négatives. Ils pensent qu'il y a des retours négatifs quand ils en parlent autour d'eux. Donc les chiffres sont là. Et le taux de non-recours au revenu minimum, par exemple, est de 34% pour la France. Donc on voit qu'il y a un travail énorme à faire dans ce sens-là. Oui, mais j'ai pu voir aussi au Forum des droits, il y avait aussi au Pôle emploi. Et c'est vrai que les démarches sont... Et maintenant, il faut mettre sur Internet et après, vous avez un rendez-vous pour remontrer les documents. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et on entend bien au niveau des médias, au niveau de la France, il y a beaucoup de gens qui ont des droits, mais qui ne font pas la demande due à trop d'administratifs, trop de paperasse. Nous avons quand même des services municipaux qui sont beaucoup dans l'accompagnement aussi. Vous parliez de Pôle emploi, c'est un très bon exemple, puisque nous avons un service municipal de l'emploi, un bureau municipal de l'emploi, et en effet des personnes, il avait été créé d'ailleurs dans ce but-là, c'est des personnes qui sont perdues dans les démarches, qui sont perdues, qui ont besoin d'être orientées, d'être accompagnées, et nous avons un service municipal qui le fait. Mais OLCES le fait également sur l'accès au numérique. On voit bien qu'il y a un gros accompagnement qui se fait sur nos publics les plus fragiles, sur nos familles qui n'ont pas accès au numérique, qui n'ont pas accès aux droits, parce que ça devient complexe, et cet accompagnement il se fait au quotidien par nos services également. Alors Mme Ligodan, je crois que vous vouliez prendre la parole, j'ai vu tout à l'heure. Alors vous avez déjà dit plein de trucs. Moi je suis allée justement au forum parce que je trouvais que c'était une super bonne initiative, et parce que justement je me posais des questions sur cette fameuse maison. Et donc pour répondre à ce que disait, alors je suis d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas assez de communication. Je pense que ça mériterait un petit focus Fécamp Mag plus. Et puis après, c'est quand même un endroit où on est reçu, je crois, de 9h à 17h, un truc comme ça. Enfin, c'est large, tous les jours. On peut appeler, on peut expliquer tout ce qu'on a à dire, et c'est confidentiel. Ça reste complètement confidentiel. J'irai pas dire le fait que ce soit anonymisé parce que je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est officiellement confidentiel. Et ensuite, le petit bémol, c'est que ensuite, une fois que la problématique est identifiée, il y a plusieurs intervenants possibles, avocats, spécialisés dans plusieurs domaines. Donc moi, j'ai effectivement pointé violence intrafamiliale, violence conjugale, mais aussi recouvrement, droit à la consommation, donc problématique d'habitat. Donc c'est plutôt pas mal. Mais par contre, après, c'est des créneaux de 30 minutes en pro bono, enfin en gratuité d'accès au conseil. Et c'est tous les 15 jours. Et du coup, je pense que c'est effectivement à regarder, parce que ça ne doit pas du tout correspondre aux besoins. Enfin, en tout cas, la partie pro bono conseil, elle doit certainement pas être assez... Alors, soit parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour que d'autres avocats, ou qu'il y ait des turnovers plus importants d'avocats et que ça réponde mieux aux besoins, soit parce qu'il n'y a pas assez de compétences, mais ça, j'y crois pas sur les terrains qui sont donnés. Je pense qu'entre Le Havre, Fécamp, il y a assez de compétences d'avocats pour répondre. Mais voilà, moi, c'est le petit bémol. Et après, je suis d'accord, beaucoup de communication pour que les gens sachent qu'ils puissent y aller. Voilà, c'est surtout ça. Mais en termes d'accessibilité, c'est plutôt super accessible et très rassurant en termes de confidentialité. Après, en termes de traitement, je pense que voilà, c'est assez limité, et il n'y a peut-être pas assez de personnel. Et sinon, je suis ravie aussi que Céline note les problématiques d'électronisme.
qui est un mot barbare pour parler de l'accès aux outils numériques, maintenant devenu indispensable dans tous les domaines de nos vies privées et professionnelles. Voilà, je pense que là-dessus aussi, il y a peut-être des choses à communiquer. En tout cas, voilà, moi, je ne savais pas qu'il y avait un accompagnement aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'on ne sait pas. Et donc, il faut pister plus et puis améliorer ce qui existe et qui ne répond peut-être pas forcément aux besoins en termes de quantité. Voilà. Alors, vous dire malgré tout qu'on est une des rares communes de Seine-Maritime à avoir une maison de justice et du droit. Il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Les locaux appartiennent à la mairie, sont mis à disposition du tribunal du Havre. Le personnel est un personnel permanent payé par l'agglomération, qui est mis à disposition aussi. Vous dire qu'on a quand même, pour avoir reçu en tant que responsable RH ce personnel il y a peu de temps, enfin, ce personnel est allé voir les services RH de l'agglo. Elle était accompagnée d'une greffière, cette personne. Aujourd'hui, la greffière a été récupérée pour 6 mois au tribunal du Havre, mais ça fait 1 an et demi, et la greffière n'est toujours pas revenue. Donc c'est assez problématique, et on sait que actuellement les services publics, malheureusement de l'État, ont tendance à fermer un peu partout pour remettre d'autres structures à la place. Donc on espère la conserver le plus longtemps possible, et on y veille. Monsieur Louiset. Alors, premièrement, je voudrais faire une observation. On a devoir d'exemple. « 24 degrés. » C'est l'ambiance qui est très très bonne dans ce conseil municipal. Alors, par contre, je voudrais intervenir pour noter que l'association Exister est en train de créer un lien avec la CARSAT de façon à ce que prioritairement on puisse intervenir auprès du directeur de la CARSAT sur la pointe du Havre pour régler les dossiers, parce qu'il y a des dossiers qui durent depuis très longtemps et qu'il y aura une réunion le 1er décembre organisée conjointement avec la CARSAT. Merci pour l'information. Je voudrais revenir, Madame Cuisnier, sur votre sujet concernant les violences conjugales et intrafamiliales. J'ai moi-même été confrontée la semaine dernière à un cas un peu compliqué sur lequel j'ai été sollicitée. Je voudrais saluer le travail du CCAS parce qu'en fait, c'est le premier réflexe qui m'est venu. Et la victime a été prise en charge dans la demi-heure et mise en sécurité dans les 2 heures qui ont suivi. Donc, on a des solutions dans l'urgence. S'ils n'avaient pas été là, je l'aurais évidemment accompagné au commissariat, mais il y avait des choses à faire. Mais là, vraiment, je voudrais saluer le service du CCAS parce que ça a été d'une efficacité incroyable. Non, mais je reconnais bien, mais le problème, c'est que dans, on va dire, 80% des cas, les violences conjugales se font le soir, avec des personnes qui sont plus ou moins alcoolisées. Donc, on se retrouve des fois en pleine nuit avec des gens qui sont mis dehors, et il n'y a pas vraiment de solution. Mais les pompiers, la police ont tous Oui, alors moi, j'ai une personne qui s'est fait violenter par son compagnon. La police est venue, ils ont fait tous les hôtels, c'était l'été. Il n'y avait pas, alors ils l'ont mis dehors. Voilà. Donc la personne, elle n'a pas eu le choix, elle l'a repris, parce que la personne était dehors. Donc, Après, s'agissant peut-être de situations particulières, on évoquait peut-être en dehors du conseil, on va rester sur la généralité. Mais en effet, si vous avez des situations particulières, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter. Je dirais que nous avons quelques leviers quand même, notamment Dominique avec le CCAS. Moi, je tiens vraiment à saluer son travail et celui du directeur qui trouve toujours des solutions quand on les sollicite. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter, quand vous avez des situations particulières, que si vous êtes témoin de situations particulières, à nous solliciter en direct. On est joignable, vous avez nos coordonnées aussi. Moi, je sais qu'on est intervenu plusieurs fois, même les week-ends, tard dans la nuit, même la nuit, les week-ends, on est joignable. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je n'en vois pas. Je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Stéphanie, pour le forfait communal. Donc, en application des dispositions de l'article L442.5 du Code de l'éducation, le financement des classes d'enseignement privé sous contrat d'association est une dépense obligatoire pour la commune où se situe le siège de l'école. En effet, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. En application de la loi du 26 juillet 2019, cet âge a été abaissé de 6 à 3 ans. Et le financement des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles est désormais une dépense obligatoire de la commune au même titre que celle des écoles élémentaires.
Aussi, pour l'année scolaire 2021-2022, il convient de déterminer le montant du dit forfait pour les classes préélémentaires et élémentaires de l'enseignement privé sous contrat d'association. Il convient de rappeler que seules les dépenses obligatoires sont prises en compte dans le calcul de la participation des communes au financement des classes privées sous contrat, à savoir l'entretien des locaux, l'ensemble des dépenses de fonctionnement des locaux d'enseignement, l'entretien, l'acquisition du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement, y compris le matériel informatique, fourniture scolaire et dépenses pédagogiques, rémunération des agents chargés d'assister les enseignants pendant les heures d'enseignement, coût des transports pour les activités scolaires, quote-part des services généraux de l'administration communale nécessaires au fonctionnement des écoles publiques. Aussi ressorti de l'analyse du compte administratif 2021, que doit servir de référence pour le calcul de ces éléments, et après échange avec les représentants de la Providence, que le coût annuel d'un élève de classe maternelle publique est de 1 232 € et celui d'un classe élémentaire est de 650 €. Compte tenu de ce qui précède, le montant du forfait communal pour l'année scolaire peut être arrêté à, pour un montant global, 221 788 € pour les 182 élèves d'élémentaire et 84 de maternelle. L'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire constituant une extension des compétences de la commune, elle donne lieu à une prise en charge financière par l'État. Et comment ce montant est aussi pris en compte pour les écoles qui mettent des enfants dans nos écoles et qui doivent donc payer à la ville de Fécamp. En conséquence, nous vous proposons, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir fixer le montant du forfait communal pour l'année scolaire 2021-2022 à 650 € par élève de classe élémentaire et 1 232 par élève de classe maternelle, étant précisé que ce forfait sert également de base de calcul donc de la contribution réclamée aux communes où sont domiciliés les enfants inscrits dans les écoles préélémentaires et élémentaires publiques de Fécamp pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Décider le versement de la somme totale de 221 788 € à l'OGEC, au titre du forfait communal pour les élèves fécampois inscrits en classe de maternelle et élémentaire privée, au titre de l'année scolaire 2021-2022, déduction faite de la somme de 180 000 € déjà versée, soit un reliquat de 31 788 €. Et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à solliciter l'État pour procéder au remboursement des charges nouvelles obligatoires exposées par la commune pour les classes préélémentaires au titre de la mise en œuvre de l'instruction obligatoire à 3 ans. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a des prises de parole ? Oui, là aussi, Bénédicte Martin m'a indiqué que lors de la commission finances, vous aviez échangé sur l'incertitude de la compensation de l'État sur ce sujet. Donc, est-ce que vous avez des nouvelles informations suite à cette commission ? Oui, nous avons été rassurés puisqu'effectivement, les dossiers seront validés exactement de la même manière que l'an dernier. La réponse est intervenue après la commission. Merci. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Stéphanie, toujours à toi. La ville de Fécamp organisera durant l'année scolaire 2022-2023 des classes de neige en coordination avec les équipes enseignantes pour les écoles élémentaires Duport, Massé et Camus. Une consultation a été réalisée conformément aux dispositions du Code de la commande publique. Le transport sera assuré par le titulaire du marché de transport de la ville de Fécamp pour les prestations de longue distance. Et par ailleurs, il convient de fixer les modalités de participation financière des familles à ce séjour. Compte tenu des projets d'école et de la volonté de préserver l'accès à tous pour ces séjours et du souhait commun de l'inspection de l'éducation nationale et de la municipalité, il est envisagé de proposer aux familles les tarifs suivants, qui sont les mêmes depuis une dizaine d'années. Donc pour les cautions familiales inférieures à 270, c'est 80 €. Ensuite, on a un calcul linéaire jusqu'à 1300. Et pour supérieur ou égal à 1300, 240 €. Et les enfants de l'extérieur non fécampois, 260 €. D'autre part, l'école élémentaire du Port organisera elle-même un séjour de découverte pour une classe et nous envisageons de participer financièrement à cette sortie dans la limite de 125 € par élève domicilié à Fécamp et dans la limite de 25 élèves par classe. Compte tenu de ce qui précède, nous vous proposons donc de bien vouloir fixer les tarifs des classes de neige basées sur le quotient familial CAF 2022, calculés de manière linéaire entre un prix plancher de 80 € et donc 260 € pour les familles extérieures à Fécamp. Décider d'accorder aux familles concernées par le départ simultané de 2 enfants un tarif dégressif, soit une réduction de 20%, et décider de verser une participation financière maximum de 125 € par élève de la classe de l'école du Port domiciliée à Fécamp pour le séjour de découverte sur présentation des projets pédagogiques et dans la limite de 25 élèves par classe sous forme d'une subvention exceptionnelle. Décider de demander une subvention au département de la Seine-Maritime. Nous vous invitons à en délibérer.
Merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Stéphanie, pour la prise en charge... Non, les bourses désolé, d'encouragement. bons encouragements de la Fondation Jacqueline Desportes. Donc, délibération récurrente, puisque mademoiselle Thérèse Desportes a légué à la ville de Fécamp une somme de 580 000 €, dont elle souhaite voir les revenus consacrés à l'attribution de bourses d'études destinées à venir en aide à de jeunes Fécampois. Un crédit de 5 000 francs donc peut être affecté cette année aux bourses d'encouragement destinées à de jeunes Fécampois méritants. Ces bourses sont attribuées sous proposition des chefs d'établissement à de jeunes étudiants issus de milieux modestes ayant réussi avec succès un examen et souhaitant poursuivre leurs études. En conséquence, nous vous proposons, si vous êtes d'accord, de bien vouloir fixer à 5 000 € le montant des crédits affectés pour l'année scolaire aux bourses d'encouragement de la Fondation Jacqueline Desportes, attribuer 10 bourses de 500 €, 400 € en virement bancaire et 100 € en bon d'achat à dépenser dans les librairies de Fécamp. Ça, c'est une petite nouveauté, puisqu'avant, c'était un chèque lire, mais maintenant, c'est uniquement chez nos libraires, à des jeunes étudiants fécampois méritants. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas. Qui est contre? Non. Pour nos téléspectateurs, il y a des gestes qui prêtent à confusion. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Stéphanie, concernant la prise en charge de l'aide au portage à domicile pour les bénéficiaires de l'APA. Toute personne âgée résidant en France et qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liée à son état physique ou mental a le droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins à son domicile. Cette prestation est aujourd'hui versée par le département directement aux bénéficiaires. Toutefois, les modifications vont être les suivantes, c'est-à-dire que c'est dorénavant le département qui versera directement la dite contribution, notamment concernant la livraison des repas. Dans le cadre de la mise en place de cette convention qui va donc nous lier au département, la ville de Fécamp s'engage à fournir la liste complète des bénéficiaires du service et s'engage à signaler au département les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la prestation, les changements qui nécessiteraient la révision du dossier, les arrêts des livraisons au domicile du bénéficiaire. En retour, le département adresse au prestataire pour chaque bénéficiaire le détail de la prise en charge accordée et le taux de participation éventuel du bénéficiaire. Le prestataire signataire de la convention que vous avez avec vous s'engage également à renseigner la plateforme de télégestion mensuellement sur le nombre de repas apportés aux locataires de l'APA, auprès desquels il dépense des prestations, apporter toute information utile aux allocataires, participer aux réunions d'information et de formation du dispositif de télégestion. Ces missions seront assurées par l'accueil multiservice qui gère la mise en place et la facturation de la prestation du portage à domicile à compter de 1er novembre 2022. Ce dispositif permet donc de produire une facturation mensuelle, prévoit la mise en œuvre des étapes de préfacturation permettant aux prestataires d'effectuer des contrôles avant de valider, permet aux prestataires l'établissement de la facture du mois précédent et le département liquide alors la facture définitive et le paiement est assuré par la trésorerie départementale. Le département recueille l'accord du bénéficiaire sur le paiement direct de la prestation et l'informe du mode de paiement. L'installation de la plateforme est prise en charge par le département entre 38 500 € et 18 000 € par an pour l'ensemble du département. En conséquence, nous vous proposons de bien vouloir inviter Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention type fixant les modalités de coopération entre les prestataires de portage de repas et le département de Seine-Maritime. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, Monsieur Louzet. Alors, là, il s'agit seulement des prestataires municipaux ou des autres prestataires aussi, sur les portages de repas? Non, c'est vraiment, c'est de la ville de Fécamp. D'accord. Qui conventionne avec le département. Oui. Et comment ça se passe pour les prestataires parce qu'il y a aussi des prestataires privés qui font la même prestation. Comment ça se passe? Alors là, ça, c'est plus du tout... Oui, non, mais... je pense qu'ils payent directement aux prestataires privés. Là, c'est parce que la ville de Fécamp fait du portage. C'est un service municipal de portage et nous conventionnons avec le département en tant que prestataire de service. Alors, c'est en rapport avec l'allocation d'autonomie. Oui, non, mais la question étant aussi que pour les aides à domicile, le département a aussi voté l'aide pour les aides à domicile. Nous, on en a évidemment au CCAS, mais c'est pour toutes les aides à domicile. Et ça pose des questions comment... Oui. Non, mais alors... Bon, je comprends pas la portée de la question. Désolé, juste peut-être préciser. La question n'est pas au conseil municipal. Non. La portée de la question et la réflexion par rapport à ces aides qui sont votées et comment on les fait arriver un petit peu sur les droits qu'on parlait tout à l'heure. Comment on les fait arriver dans les familles.
Et à partir c'est une des questions qui nous a... Parce qu'il y a 5 milliards tous les ans qui ne sont pas récupérés au niveau de la France. Et c'est de l'argent évidemment, qu'on pourra amener sur le marché fait emploi. Et je pose la question, comment on pourra aider ces familles-là à se faire rembourser ou les prestataires à se faire rembourser. Et la question n'est pas au conseil municipal, mais c'est une vraie question. Il y a un petit peu à ce qu'on a pu indiquer avant, c'est l'accès au droit, tout simplement. Voilà, ça revient un petit peu sur les débats qu'on a eus précédemment. Là, ce qui est important, c'est au moins déjà sur la prestation municipale, nous avons une convention. C'est-à-dire que nos bénéficiaires, puisque ce sont des usagers avant tout, vont pouvoir bénéficier de cette convention. Oui, non, mais comment les FEC-Emploi peuvent en bénéficier? Par l'information à l'accès au droit. Mais bon, comment on le fait Donc je crois qu'on ne l'a pas voté encore. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Là, maintenant, nous sommes avec Jean-Marie, concernant une convention d'éclairage public avec le Clos des Maraîchers, résidence Suzanne Clément. Alors, il s'agit d'une convention sur l'éclairage public. La société Sodinoff Habitat Normand a acquis 35 logements locatifs sociaux et une résidence sociale dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. Ce programme est situé boulevard Suzanne Clément, rue du Tapis Vert et rue Jean Mercier. Il compte 35 logements locatifs sociaux et une résidence sociale de 10 logements pour jeunes salariés. Par délibération du 23 juin 2022, le conseil municipal a approuvé la rétrocession à l'euro symbolique par Sodinoff Habitat Normand au profit de la ville de Fécamp des parcelles matérialisées en rose sur le plan de division joint, les lots A1 et A2, d'une superficie respective de 887 et 100 mètres carrés. Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, l'éclairage de la sente piétonne interne au programme, restant propriété de Sodinoff Habitat Normand, a été raccordé au réseau d'éclairage communal. Ce nouvel équipement comporte 10 candélabres sur la sente piétonne, restant propriété de Sodinoff, et 9 candélabres situés rue Jean Mercier, propriété de la ville de Fécamp. Ces nouveaux points d'éclairage sont raccordés au réseau existant desservi par l'armoire d'éclairage public du secteur et comportant 32 foyers lumineux. L'ensemble du réseau du secteur compte désormais 51 foyers lumineux. Une convention entre la ville et Sodinoff est établie afin de définir les modalités de gestion de l'éclairage public de la sente piétonne de la résidence suivante. La consommation électrique liée à l'utilisation de l'éclairage public sera facturée par la ville de Fécamp à Sodinoff au prorata du nombre de candélabres. L'entretien courant sera effectué par Sodinoff. En cas d'urgence, la mise en sécurité sera réalisée par la ville de Fécamp et facturée à Sodinoff. Compte tenu de ce qui précède, nous vous proposons, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention et nous vous invitons à en délibérer. Merci Jean-Marie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Monsieur Patry. Plutôt d'ordre technique, Sodinoff a changé de nom au fin septembre 2022, si je ne me trompe. Je vois que la convention a été signée au mois de mars, donc j'imagine qu'il faudra peut-être la refaire, puisque le conseil municipal est aujourd'hui. Voilà, il y a peut-être une petite alerte sur ce sujet. Merci alors. Le mets aux voix qui est... Pardon. Dans le cadre de l'évolution climatique et des économies, est-ce que sur toutes les nouvelles réalisations, on ne pourra pas faire des candélabres à détection la nuit, réfléchir à... Il détecte toujours la nuit, sinon il ne s'allume pas. Non, oui. De présence. De présence, d'accord. Et de façon à faire des économies substantielles, ce qui semble se faire maintenant... dans beaucoup de villes, et je pense que ça peut être très intéressant. Alors ça se fait pas dans beaucoup de villes, et à partir du moment où on éteint l'éclairage la nuit, on n'a pas besoin de le rallumer. Non, mais ça pose la question au niveau de la sécurité, de permettre aux gens d'avoir la nuit l'éclairage. L'avantage, c'est ça. Oui, mais vous connaissez le montant des investissements pour réaliser ce type... J'ai parlé sur les futurs investissements. Sur les futurs investissements. On a entendu. Merci. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Toujours Jean-Marie, concernant la résidence des Terre-Neuve. Cette fois, c'est la réfection d'un Skydome. Oui, alors là, il s'agit d'une participation financière à des travaux. La climatisation de l'école municipale d'art plastique, enfin l'EMAP, qui est installée dans l'ancien musée des Terre-Neuve,
a été installé dès son origine sur le toit de terrasse de la résidence. Une servitude de passage et d'accès a été instaurée permettant aux services municipaux d'assurer l'entretien et la maintenance de cette installation. Cet accès s'effectue par la porte de secours, côté rue Tourcarré et le skydome de la terrasse. Aujourd'hui, l'état d'usure de ces deux éléments nécessite leur remplacement. Aussi, la copropriété des Terres Nova, dont la ville de Fécamp n'est pas membre, a sollicité la ville de Fécamp pour une participation financière à ces travaux à hauteur de 50%, soit 6 600 €, c'est une estimation, sur présentation de justificatif dans la mesure où la ville de Fécamp est la principale utilisatrice de ces accès. Compte tenu de ce qui précède, nous vous proposons de bien vouloir approuver la participation financière de la ville de Fécamp aux travaux de remplacement de la porte de secours et du skydome en terrasse à hauteur de 50%. Nous vous invitons à en délibérer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Jean-Marie, concernant la réalisation d'enfouissement de réseau rue Diport, une convention à passer avec RTE. Alors, c'est une convention de financement entre la ville de Fécamp et RTE. Donc, dans le prolongement des travaux de projet RTE de raccordement du parc éolien en mer de Fécamp, des travaux ont été réalisés par Enedis pour le compte de la ville de Fécamp. Ces travaux concernent l'enfouissement des réseaux électriques basse tension, d'éclairage public, des réseaux téléphoniques et fibrés de la rue Diport et certaines rues avoisinantes, rue Georges Cuvier, rue Renéville, rue Onésine-Frébourg et rue de la Plage. Ces travaux sont accompagnés de la réfection des trottoirs et des chaussées nécessaires. La longueur totale des enfouissements de réseau est d'environ 500 mètres linéaires. Le coût total de l'opération est estimé à 227 329 €. RTE finance l'intégralité des travaux d'enfouissement en remboursant la ville de Fécamp dans la limite des coûts supportés par cette dernière et dans la limite de l'estimation du coût des travaux. Pour cela est établie une convention entre RTE et la ville de Fécamp afin de définir les modalités de participation financière de RTE à la réalisation des enfouissements de réseau. Ainsi, et compte tenu de ce qui précède, nous vous proposons, si vous êtes d'accord, de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de financement entre la ville de Fécamp et RTE pour la réalisation d'enfouissement de réseau dans la rue Diport, dans le cadre des mesures d'accompagnement du projet de raccordement du parc éolien en mer de Fécamp. Nous vous invitons à délibérer. Merci Jean-Marie. Très belle réalisation qui sera faite, parce que ça va améliorer aussi le visuel dans nos rues. Ça continue dans le cadre de l'enfouissement des réseaux qui est déjà entamé depuis de nombreuses années. Donc rue après rue, on va gagner un petit peu d'esthétisme en tout cas, et peut-être un peu de sécurité également, parce qu'il y a un peu moins de maintenance normalement, si j'ai bien compris, sur des réseaux enfouis. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Toujours Jean-Marie, concernant une convention avec Enedis, concernant les travaux d'amélioration esthétique des ouvrages de la concession pour le service public des distributions de l'énergie électrique. Alors c'est une convention qui est renouvelée, puisqu'elle existait déjà. Donc la société Enedis souhaite accompagner la ville de Fécamp dans le cadre de l'opération Cœur de Ville, plus particulièrement sur des travaux favorisant l'amélioration esthétique des ouvrages de la concession. En application de l'article 4 de l'annexe 1 du cahier des charges de la concession et service public de la distribution d'énergie électrique signé le 9 juillet 2013, la collectivité peut bénéficier d'une contribution financière d'un montant de 20 000 € pour la période 2023-2024, plafonnée à 10 000 € par an. Afin de pouvoir bénéficier de celle-ci dès 2023, une convention doit être signée avec Enedis. Ainsi, et compte tenu de ce qui précède, nous vous proposons de bien vouloir approuver les termes de la convention financière ci-jointe et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention avec Enedis. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Jean-Marie. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et encore Jean-Marie concernant la convention de partenariat avec l'ISTOM, l'école d'ingénieurs. Alors c'est une convention qui est renouvelée là encore. Donc l'ISTOM est un institut technique créé au Havre en 1908 et basé maintenant à Angers. Habilité depuis 2004 à délivrer des diplômes d'ingénieurs spécialisés dans le domaine de l'agrodéveloppement international. Dans le cadre de la formation de ces étudiants, l'école noue des partenariats avec des collectivités ou des partenaires privés pour réaliser des études ou développer des projets dans le domaine de l'environnement. Par délibération du 9 avril 2015 et du 9 octobre 2017, la ville de Fécamp avait signé 2 conventions de 2 et 3 ans qui lui ont permis d'approfondir ses connaissances dans différents domaines au titre des compétences eau et assainissement. La zone humide et le répisylve situé à proximité du champ captant de Goyer, l'étude hydrogéologique et suivi piézométrique des nappes d'alimentation du champ captant de Goyer.
Les sources de Grunval, qualité des eaux, suivi des nitrates, pollution des eaux littorales et origine des pollutions. La poursuite d'un tel partenariat, présentant un intérêt certain pour l'école qui peut former ses futurs ingénieurs sur le terrain, mais aussi pour l'agglomération Fécamp-Côte-Littorale, à qui les compétences eau et assainissement ont été transférées, et la ville de Fécamp, puisqu'elle trouve ainsi les moyens de suivre et de mieux protéger leurs ressources en eau. La communauté d'agglomération, par délibération du 12 novembre 2020, a poursuivi ce partenariat pour les années 2020 et 2021. Depuis plus d'un siècle, une hausse des températures a pu être observée. Ces changements climatiques vont engendrer des perturbations du cycle de l'eau et donc de la ressource en eau souterraine. Les systèmes hydrogéologiques côtiers sont caractérisés par une interface eau douce, eau salée. Certains de ces systèmes pourraient être impactés par une surcote du niveau marin et un déplacement du trait de côte vers l'intérieur du domaine continental. Ces deux facteurs pourraient perturber l'équilibre actuellement existant par un déplacement des fronts de salinité et une modification du biseau salé. Les captages en eau de ces aquifères seraient alors en péril. Il vous est ainsi proposé de confier aux étudiants de l'ISTOM, encadrés par leurs enseignants, dans le cadre d'une convention d'1 an, les études suivantes. Donc c'est un nouveau projet qui est l'identification des conséquences potentielles de la montée du niveau marin sur la ressource en eau, ainsi que ses infrastructures, et des projets donc à poursuivre, c'est les projets précédents. Donc la suivi de la qualité physico-chimique et biologique des eaux superficielles et souterraines, l'identification des principes de pression pesant sur les milieux aquatiques et biodiversité. Les études, comme dans la convention précédente, se dérouleront en 3 phases. Phase préparatoire de l'équipe pédagogique, 5 jours répartis sur l'année scolaire. Stage d'une quinzaine de jours des étudiants et encadrants, d'ailleurs ça a lieu en ce moment. Remise d'un rapport de stage et présentation du rapport sous le contrôle des services intercommunaux et municipaux. Le plan de financement serait le suivant. Transport financé par l'AGLO pour 12 000 €, l'hébergement et la restauration par la ville de Fécamp pour 17 000 € et les moyens humains de l'ISTOM pour 40 000 € financés par l'ISTOM, ce qui fait une participation de 58% par l'ISTOM et 42% pour l'agglomération et la ville de Fécamp. Compte tenu de ce qui précède, nous vous proposons, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir autoriser le partenariat entre l'école et l'agglomération et la ville de Fécamp pour la réalisation d'études biologiques et hydrologiques de la ressource en eau. Approuver les termes de la convention d'1 an qui précise les modalités de ce partenariat et habiliter monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Jean-Marie. Est-ce qu'il y a des questions ? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Alors, je bouleverse un petit peu l'ordre du jour puisque notre collègue Elisa Cavelier est en route. Elle était bloquée dans les embouteillages, mais elle nous a dit qu'elle arrivait sur Fécamp. Donc, on va passer d'abord les délibérations de Pierre concernant donc l'inscription à l'inventaire pour le musée. Oui, tout à fait. Alors, lors du dernier conseil municipal, enfin celui du 23 juin, je vous avais présenté des inscriptions à l'inventaire pour des œuvres entrées dans les collections du musée en 2021. Comme vous le savez, les musées qui sont partenaires, enfin qui sont dans la boucle des musées de France, doivent inscrire à chaque nouvelle entrée l'inscription de leurs œuvres nouvellement entrées dans le catalogue. Et il se trouve que là, je vous présente, c'est un peu un rattrapage, puisque là, je vous demande d'autoriser l'inscription de toutes les œuvres qui sont entrées quasiment depuis la signature, la ratification de notre entrée dans la grande famille des musées de France. C'était en 2002. Et là, vous avez l'intégralité des œuvres qui, depuis 2004, alors celles de 2002 à 2004 n'avaient pas fait l'objet, elles seront raccrochées également. Mais là, vous avez l'intégralité de toutes ces œuvres qui n'avaient jamais été mises dans la demande d'inscription au musée de France, ce qu'on essaie de rattraper maintenant aujourd'hui. Voilà, je vous propose d'en délibérer. Je suis à votre disposition pour en parler. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a des questions ? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Pierre, concernant la demande d'autorisation de transfert provisoire des objets inscrits et conservés à la chapelle Notre-Dame du Salut. Oui, tout à fait. Vous savez que des travaux vont être entrepris dans la chapelle, des travaux qui commenceront à partir de 2023, puisqu'on a perdu un peu de temps avec des pauses de témoins recommandées par la DRAC. Et donc, cette durée de travaux est estimée à 3-4 ans.
pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, on va sortir les ex-voto et c'est donc le transfert de ces ex-voto. On doit statuer en conseil municipal avant d'avoir l'avis de la DRAC qui nous suit sur ces affaires-là. La direction régionale des affaires culturelles avait d'ores et déjà autorisé la sortie de quelques ex-voto, on en avait parlé, qui étaient un peu touchés qui avaient des attaques de champignons, enfin de moisissures. Ceux-là sont déjà en pièces stériles pour pouvoir être séchés, décontaminés. Et là, c'est la préparation du chantier, donc on sort toutes ces œuvres. Je vous invite donc à en délibérer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Pierre, toujours. Concernant la demande d'autorisation de transfert du coffre roman de l'abbatiale de la Sainte-Trinité au titre des monuments historiques. Oui, donc il s'agit du coffre reliquaire qui est classé, enfin du XIIe siècle. Il avait été victime, ce coffre reliquaire, d'un vol. On avait volé une des parties, il y avait un des côtés, avait été volé en 2008, il avait été retrouvé en 2010. Ce qui fait que depuis cette date, il a été mis en protection Et là, maintenant, il s'agit de le remettre avec l'avis et l'autorisation de la DRAC, de le remettre en place, sachant que ça se fera avec les amis de l'abbatiale, avec la paroisse. Vous dire également que les amis du Vieux-Fécamp se proposent de participer à la mise en valeur de ce coffre, qui sera une mise en valeur, mais également une mise en protection, puisqu'on imagine lui faire un sarcophage en verre, ou du moins en matière qui empêchera quiconque de pouvoir faire des graffitis ou des peintures, ou d'y balancer de la soupe, comme ça a été le cas il n'y a pas longtemps dans un musée hollandais, et ensuite, bien sûr, de pouvoir protéger ce coffre et de le représenter aux visiteurs. Je vous invite à en délibérer. Très bien, merci Pierre. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Elisa, nous n'ayons pas rejoint. Jean-Marie, est-ce que tu peux présenter la délibération 19, s'il te plaît, concernant la modification du périmètre du droit de préemption commerciale? Ok. Alors, modification du périmètre du droit de préemption commerciale. Le conseil municipal a, par la délibération du 28 mars 2022, institué un droit de préemption commerciale. Cet outil a pour objet la préservation de la diversité du commerce de proximité et le développement de l'activité commerciale et artisanale. Il permet d'enrayer la disparition des commerces de proximité, le phénomène de banalisation des commerces et l'appauvrissement de l'offre commerciale. Le périmètre délimitant le droit de préemption commerciale était défini sur la base du périmètre ORT, opération de revitalisation du territoire. Les documents graphiques ayant servi de base à la définition de ce périmètre ont fait l'objet d'un ajustement technique afin de les mettre en parfaite adéquation avec les documents d'urbanisme existants. En conséquence, nous vous proposons de bien vouloir approuver le périmètre modifié du droit de préemption commerciale conformément au plan et à la liste des rues annexées. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document permettant l'exercice du droit de préemption commerciale. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Jean-Marie. C'est une délibération qui en effet modifie le périmètre, mais qui rappelle l'outil juridique que nous pouvons activer le cas échéant, c'est celui en effet de préempter sur des surfaces commerciales. C'est quand même un véritable outil qui permet de maîtriser le foncier, parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui sur des zones commerciales, sur des zones stratégiques, de pouvoir avoir un peu de maîtrise, que la puissance publique puisse, en l'occurrence la mairie, puisse avoir cet outil juridique en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, une petite demande de précision. L'ajustement technique, vous êtes capable de nous dire en quoi elle consiste? Enfin, quelles sont les rues? Et la deuxième question, est-ce qu'on a déjà eu du coup l'opportunité d'utiliser ce droit de préemption, puisque c'est depuis du coup mars 2022, donc ça fait déjà quelques mois, est-ce qu'on a eu l'opportunité ou pas de le faire? Alors, l'ajustement technique, c'était surtout de la cohérence du périmètre. Il y avait des petites rues annexes qui n'étaient pas dedans, donc on est vraiment sur l'ajustement de quelques rues, mais au moins il y a une cohérence d'ensemble, notamment sur les zones commerciales. Et pour répondre à la deuxième question, non, ça n'a pas encore été activé. Il faut savoir que le maire de Fécamp signe beaucoup de documents d'urbanisme aujourd'hui, ce qui est quand même assez important, puisque en effet, on a ce droit de préemption, que ce soit pour les particuliers ou pour les commerces. Et en effet, je peux être amené à pouvoir préempter, parce que ça fait partie des prérogatives du maire, de pouvoir préempter des surfaces commerciales. Aujourd'hui, il n'y a pas de procédure qui a été lancée, parce qu'il n'y a rien qui sort un petit peu du cadre de ce que nous souhaitons aujourd'hui. Ce sont plutôt des commerces traditionnels, mais ça permet surtout d'avoir une diversité aussi de nos commerces, de pouvoir maîtriser notre centre-ville essentiellement,
ou nos zones commerciales de quartier. Je ne veux pas du tout qu'on oublie aussi nos quartiers où il y a des îlots commerciaux qui sont plutôt dynamiques, hein, et il faut qu'on puisse vraiment avoir cette maîtrise. C'est un outil plutôt de dissuasion que vraiment à utiliser. C'est vraiment permettre aussi en amont de pouvoir discuter avec le porteur de projet. Je ne sais plus si j'ai mis aux voix, je ne crois pas. Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je dois vous faire également la communication concernant, suite aux applications des dispositions des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, notamment toutes les décisions que j'ai pu prendre par rapport aux délégations que le conseil municipal m'avait octroyées. Je vous en ai pris connaissance, je me tiens à vos dispositions si vous avez besoin de renseignements complémentaires. C'est une communication. Je ne vois pas. Pour répondre à des questions qui avaient été posées lors du précédent conseil municipal, hein, Mme Ligaudan, vous aviez une liste de questions. J'ai quelques éléments de réponse. Alors, je sais que nous avons aussi des habitants dans le public qui ne peuvent pas prendre part au débat, hein, vous ne pouvez être que entendre, mais juste à indiquer concernant le quartier des Hauts-Camps. Le porteur de projet, hein, IBS en l'occurrence, a pu organiser avec le soutien de la ville, hein, le soutien logistique notamment de la ville, puisqu'il y a une mise à disposition d'une salle, une réunion publique qui aura lieu le 26 octobre, hein, salle de maison de quartier du Ramponneau à 18h30. Donc là, j'invite en effet l'ensemble des habitants ou des personnes intéressées par le projet d'IBS à pouvoir s'y rendre. Bien sûr, nous y serons présents également parce que tout ce qui est public nous intéresse. Donc, bien sûr, nous serons présents et donc vous pourrez poser directement les questions au porteur de projet qui est IBS. Voilà, on y sera ensemble et puis on pourra faire aussi du direct à ce moment-là. Concernant le projet du Petit Parc, donc vous avez vu que c'est un projet qui est en cours aujourd'hui, hein, parce que nous avons fait déjà un certain nombre de travaux. Nous avons encore des arbitrages à avoir, hein, puisque nous avons en interne donc un conseil d'adjoints le 24 octobre, pour lesquels nous allons faire des choix, hein. L'objectif, bien sûr, c'est une réouverture pour le printemps 2023, réaménagé au printemps 2023, donc c'est-à-dire à la bonne saison. Juste sur un tout petit point sur le verdissement, la ville est lauréate d'un appel à projet qui s'appelle S-Green de la Banque des Territoires et qui permet d'accompagner la ville et les services sur la végétalisation et le retour de poches de verdure dans la ville, dans une ville qui est, on le sait, extrêmement minérale par son histoire. Et donc c'est tout l'objectif, répondre aux besoins de nature d'une partie des Fécampois, tout en étant accompagné. Voilà. Et le Petit Parc en est un exemple emblématique. Merci Florentin pour ces précisions. Vous aviez d'autres questions complémentaires par rapport à ça? Bon, le but c'est qu'aussi en commission, parce que c'est aussi un petit peu dans notre organisation, c'est de convoquer beaucoup plus les commissions et de pouvoir évoquer les constructions de ces projets, notamment lorsqu'il y a des aménagements, c'est qu'on puisse aussi en débattre en commission pour pouvoir que ce soit le plus large possible. Est-ce que l'aménagement du Petit Parc il y aura vraiment des choses importantes pour les enfants? Oui, tout à fait. Il y aura pour tous les âges. On est en train de regarder un petit peu comment on va disposer tout ça. Ce qu'on souhaitait aussi, si vous avez une espèce de goutte d'eau là qu'on souhaiterait recouvrir pour en faire une petite scène sur laquelle on pourra avoir des petits groupes ou des guignols, des choses comme ça. Voilà, vraiment à destination des enfants. Oui. Très bien. Concernant l'hôtel Thalasso, là nous sommes vraiment dans le juridique, hein, puisque le 2 août 2022, nous avons été notifiés d'un appel interjeté par une requérante dans le cadre d'une requête contre le permis de construire de l'hôtel Thalasso. Donc la clôture de l'instruction a eu lieu le 30 septembre suite au sursis à statuer du tribunal administratif. Donc raisonnablement, nous pouvons attendre un jugement d'ici la fin de l'année 2022. Nous sommes suspendus un petit peu à un recours. Concernant le site web de la ville, nous avons pu en échanger également. C'est un travail qui est au long cours, hein. Nous en espérons le dénouement rapidement. Nous avons des réunions techniques auxquelles nous nous associerons, bien entendu, et nous finaliserons sur la commission numérique, auquel vous siégez également. Concernant le portail association, je vais peut-être te laisser la parole, Pierre, mais il serait effectif pour décembre.
Alors, le portail pour les associations, ça permettra à tout un chacun de pouvoir faire ses demandes en ligne, demandes de subventions, mais également au gré de l'eau. Et je parle sous le contrôle de Patrice, qui va me succéder à la vie associative, qui va au gré de l'eau pouvoir permettre à tout chacun de faire des commandes de tables, de véhicules, de moyens, etc. pour les différents événements portés jusqu'alors par les associations. À chaque fois, les assos allaient voir un service, puis un autre, puis un troisième et un quatrième. Là, tout sera centralisé et ce système, enfin cette plateforme sera présentée au monde associatif lors du prochain Café des associations, dont j'ai oublié la date, Patrice. C'est en discussion, vous le saurez très bientôt. Voilà. Merci. Concernant l'obligation compost, vous aviez également posé cette question. J'ai tout noté, vous voyez, j'ai rien oublié. Florentin, je te laisse peut-être la parole, même s'il s'agit plutôt d'une compétence agglo. Donc on verra ça plus à l'agglo, mais déjà vous donner quelques infos généralistes en tout cas. Ouais, j'ai pas eu de délibération, donc je me sens obligé de parler ce soir. Sur la question du compostage, il y a une étude de faisabilité qui vient d'être lancée au niveau de l'agglomération pour étudier les moyens de répondre à l'obligation légale d'avoir du compostage individuel ou au niveau des habitats collectifs. Savoir aussi que on pourra, en tout cas on va demander à l'agglomération de vous intégrer au plan il y a des réunions dans le cadre du plan de prévention des déchets ménagers, et donc on va demander en tout cas que vous en fassiez partie pour pouvoir poser vos questions sur ce sujet-là. Rappelez aussi qu'à l'agglomération, on donne des composts, on subventionne des lombricomposteurs, qui sont deux choses que l'agglomération fait déjà sur ce sujet-là. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci Florentin. Vous n'avez pas plus de questions, d'autres questions, Mme Ligaudin ? Non. De toute façon, on en discutera plus à l'agglomération, parce que c'est plutôt sur un sujet intercommunal. Vous avez parlé également du terrain de pétanque de la plage. Donc c'est un terrain loisir, comme on avait pu l'évoquer. Là, on n'a pas d'association qui est représentative. Donc là, on n'a pas d'interlocuteur avec qui on peut travailler. Alors là, je dévie un petit peu, parce qu'on va aller sur le terrain plutôt des boulistes qui se trouvent sur le Dantec. Nous, c'est un vrai projet d'un terrain homologué permettant d'accueillir des compétitions. Donc nous avons déjà rencontré avec Serge, le président, pour co-construire avec lui selon ses besoins, et surtout avec un intérêt d'aller au-delà de ce qui existe aujourd'hui. C'est vraiment d'aller sur de la compétition, notamment avec un terrain qui soit vraiment moderne et qui fasse vraiment référence sur ce territoire. Donc deux choses différentes. Vous avez un club structuré qui va en effet accueillir des licenciés, qui va accueillir des compétitions, qui sera plutôt à Le Dantec, et sur la plage plutôt un terrain loisir où chaque personne va pouvoir jouer s'il le souhaite. Nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que l'on se quitte ? La date du prochain, ça sera la conclusion. Donc, date du prochain, nous prévoyons le prochain conseil municipal le 6 décembre. Alors, à confirmer, puisque nous avons des délibérations communes avec l'agglomération. Donc, il va falloir qu'on puisse confirmer, mais nous orienterions sur le 6 décembre à mardi. Parce que je crois que le lundi, il y aura agglomération. Donc, si vous aviez prévu quelque chose déjà le lundi... sinon, on en rediscute, c'est à confirmer. Bonne soirée, merci beaucoup.